La frugalité du Drosera, un roman feuilleton 2.0 collaboratif et un peu perché, d'Hélène du Guézou. Épisode 8. Et Viviane s'est dit qu'elle prononçait le décès d'un nombre anormalement élevé d'écrivains. Sur le zinc du café du port du Dour-du-Fanmer, les ballons de blanc et les Perrier-Rondelles alternent avec les pintes de bière brune que tire Patrick. Il réussit à composer un visage légèrement souriant, assombri par les circonstances. Tout l'art du cafetier se lit donc sur son visage mat, mangé par une barbe épaisse, traversée de rides comme autant de routes parcourues, protégé par un bonnet enfoncé jusqu'aux sourcils sur son crâne dégarni. En empathie absolue avec sa clientèle, un cafetier caméléon. De l'autre côté du comptoir, les premiers auteurs du crapaud arrivent, s'installent et s'alignent. Dans l'attente de leur commande, ils croisent les mains et les doigts comme au confessionnal. L'atmosphère oscille entre le plaisir léger de se retrouver et une certaine tristesse des disparitions de Geneviève et d'Édouard. Jean-Eudes s'enorgueillirait presque d'avoir été aux premières loges de l'une comme de l'autre, si ça n'était pas susceptible d'attirer des réflexions sur l'étrangeté de cette concomitance. De quoi faire tiquer et tousser devant et derrière la lignée de verre. Il pivote sur son tabouret et laisse son regard s'évader par la porte ouverte. La lumière de la fin du jour inonde le quai et la baie. Le flot part à l'assaut de la rivière de Morlaix. Il y a une puissante odeur marine qui s'engouffre dans le bistrot et une légère animation sur la cale. Les petits pêcheurs remontent les annexes, comparent leurs prises et commentent la météo. Le temps va changer, une histoire de lune, de flux et de masse d'air. Mais le sujet de conversation premier s'étale en pleine page dans la presse locale. Le corps noyé d'Édouard retrouvé la veille, au crépuscule, sur la plage de Kersaliou. Une photo pleine page illustre en une l'information croustillante. On y distingue un véhicule du SAMU sur la cale irradiée par le couchant, une petite femme en blanc, rousse et penchée sur une forme sombre. Jean-Eudes reconnaît la silhouette de l'urgentiste, vue lundi au Mougot, penchée sur le corps de Geneviève. C'est un début de semaine bien singulier, entend-il, alors qu'une main se pose sur son épaule. Jean-Eudes se retourne, sourit à Guillaume, un auteur de romans historiques, et réintègre l'alignement des auteurs face au comptoir. Bertrand, Yvon et Joël entretiennent à voix basse sur sa gauche une conversation animée. Ils sont tous les trois auteurs de romans policiers orthodoxes. Pas au sens religieux, ne vous méprenez pas, mais plutôt dans le sens de la rigueur absolue et non négociable de la procédure policière. Ils sont tous les trois retraités de la police et de la gendarmerie, et ils ne plaisantent pas, mais alors pas du tout avec les approximations, les fantaisies et les raccourcis dans les polars signés par les béotiens comme moi. Quant au respect du lexique, c'est une religion qui pour eux ne souffre aucune entorse. Ils alignent les indiques, les font s'allonger pour serrer le malfaiteur, ils partent en filoche, chopent le gonze en flag, lui passent les bracelets pour le placer en cage pour la gave au central. L'individu s'y mettra à table et s'en suivra une perquise. Vous n'avez rien compris? Eh ben moi non plus. Mais le plus drôle, c'est quand ces membres du crapaud évoquent les baveux, en clair les avocats. Mais leur conversation du jour tient au choix des auteurs à proposer pour remplacer les disparus. Ils doivent manœuvrer de conserve pour contrer les velléités de Jean-Eudes à placer un poète dans le cercle. Car les lecteurs de poésie lisent rarement de polar
et l'enjeu est plus économique qu'artistique. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ils sont absolument charmants, se révèlent souvent de joyeux drilles lors des salons, et à l'occasion des pots d'inauguration de ces événements littéraires, ils ne sont pas les derniers à lever le coude, entre gobelets de rouge et saucissons. La preuve, les expressions contrôle bignou et baguette glazig les font hurler de rire. Mais ils ne font pas rire Mathilde, qui leur adresse toujours des regards sombres derrière sa lourde frange brune. Avec Mathilde et Margot, nous rentrons dans le café et indiquons d'un geste et d'un sourire à Patrick que nous le saluons, que nous commandons 3 thés et que nous nous installons à l'arrière-salle qu'il nous a réservée. Les autres membres du crapaud se saisissent de leurs verres et nous emboîtent le pas. Entre raclements de chaises, rires et brouhaha, il faut beaucoup plus de temps ici pour obtenir le silence que ce matin dans l'amphi quimpérois. Mathilde, qui a pris l'initiative de la réunion ici au Dourduf, tente de prendre la parole. S'il vous plaît, s'il vous plaît, finit-elle par brailler. Nous allons pouvoir commencer car nous sommes au complet. Ah non, non, on n'est pas au complet, fait Bertrand. Oui, quand je dis au complet, c'est une façon de parler. Je sais bien que nous ne serons plus jamais au complet après ce qui s'est passé lundi et mardi. Non, Mathilde, à Coupivon, il manque encore Étienne et Ludo. Étienne, il vient de m'envoyer un texto, finit Hervé. Il est sur la route, il arrive de Brest. Mais ça bouchonne à Kergaradec. Oh, Ludo, j'ai vu sa voiture arriver et se garer. Il sera là d'une minute à l'autre. On peut démarrer, dit Guillaume. Oui, je propose qu'on commence, acquiesce Mathilde. Quant à Étienne, il prendra les choses en route. Il n'est pas très tôt et la moitié d'entre nous vient du Sud Finistère, avec donc de la route à faire pour rentrer. Un brouhaha satisfait reprend de plus belle. Mathilde se lève, excédée, claque dans ses mains comme une instite de maternelle à la fin de la récré. Étienne absent, ce n'est pas pour déplaire à Mathilde. Il écrit des romans d'héroïque fantaisie pour la jeunesse, et il la met mal à l'aise depuis le début. C'est moins le contenu de ses écrits que son attitude qui la dérange. J'avoue que je ne suis pas très à l'aise non plus. Les années passent, les salons s'enchaînent et rien de ce que nous, les 4 femmes du collectif, proposons, organisons, réalisons, ne semble trouver grâce à ses yeux. Il a toujours à redire. Le lieu mal choisi, la date peu judicieuse, l'organisation bancale, la communication mal ficelée, la fréquentation trop basse, bref, nos salons sont ratés. Systématiquement. Il est vrai, aussi, qu'il ne trouve en général rien à redire lorsque nos événements sont organisés par les hommes du collectif. Certes, il ne se confond pas non plus en compliments. Il est ordinairement insatisfait. Je répète souvent à Mathilde que le travail en collectif, c'est une grosse part de concession, de tolérance et de diplomatie. Elle me répond toujours que si Étienne gardait sa misogynie sous le boisseau, ça lui ferait des vacances. Mais, ajoute-t-elle le regard flamboyant, il la partage sans vergogne à chaque occasion, même et surtout les plus futiles. Par exemple, les mystérieuses disparitions des tasses lui a ouvert le champ des possibles. Car, lors de la disparition du premier carton, elles étaient sous la responsabilité de Geneviève et sous celle de Margot pour le second. Avouons-le, ça mine un peu l'ambiance. Nous commençons cette réunion par nous recueillir sur la mémoire de Geneviève et d'Édouard, et votons à main levée pour remettre à plus tard la discussion s'annonçant de toute évidence virile sur la cooptation de nouveaux membres. Les obsèques auraient lieu la semaine prochaine, nous nous y rendrions les uns et les autres en fonction de nos engagements respectifs. Adopté. Ouf, j'ai pensé. Affaire suivante. Faut-il maintenir le salon de Plougonvelin ce samedi? Étienne arrive sur ces entrefaites alors que le débat démarre en fanfare. Pour les uns,
Les invitations sont lancées, la campagne de communication bat son plein, le libraire est fin prêt, on ne peut annuler. Pour les autres, le double deuil qui nous frappe exige une certaine retenue, de la dignité et un temps de retrait. Les auteurs que nous invitons à se joindre à nous comprendraient tout à fait, j'ajoute prudemment. Je pense par exemple à Gauthier, c'est l'auteur de romans graphiques de Butmer qui... J'ai axé toute ma communication autour de la sortie de mon nouveau roman sur ce salon, précisément. On doit le maintenir, m'interrompt Étienne, après avoir serré la main de tous et s'être assis. Enfin, il a serré la main de Patrick derrière son comptoir, puis de Jean-Eudes, Guillaume, Bertrand, Yvon et Joël. Bonjour à toi aussi. On est justement là pour en discuter ensemble, a rétorqué Mathilde avec un drôle de sourire. Étienne reprend la parole sans la regarder. Annuler ce salon de Plougonvelin ne fera revenir ni Geneviève ni Édouard. D'ailleurs, ce serait l'occasion d'accueillir de nouveaux membres. J'ai pensé à... On en avait déjà parlé avant que tu arrives très en retard, coupe Margot, la rosiériste féministe. On décidera de ça après leurs obsèques. C'est la moindre des choses. Oui, il nous met assez mal à l'aise, Étienne. Je le regarde s'empourprer, la mâchoire crispée, les yeux cachés sous le rebord du chapeau de feutre noir qu'il ne quitte jamais. Mathilde est blême. Le trouble fait le tour de la table en ricanant. Et je repense soudain au drosera placé sur mon bureau qui a encore grossi pendant la nuit. Il étend désormais ses cils humides de suc toxique sur des mâchoires végétales de près de 2 centimètres. Un peu comme un cancer, comme ce malaise qui nous gagne ici. Et au fait, interrompt Jean-Eudes, ouvrant judicieusement la soupape qui maintenait la conversation sous pression. Et Ludo, mais qu'est-ce qu'il fait? On s'échange des regards. Guillaume se dévoue pour aller voir sur le parking près de la cale et prendre un peu l'air. On met aux voix. Le salon est maintenu. Étienne a le triomphe modeste. On entend soudain des éclats de voix à l'extérieur. On se regarde, interloqué. Patrick se précipite à l'extérieur à la suite de ses clients et revient dans le bistrot, puis vers nous. C'est Ludo. Dans un désordre affolé, on fait valser les chaises, on se bouscule, on sort en courant, laissant en plan consommations et carnets de notes. Déjà, quelques badauds parmi les habitués du port sont penchés sur la cale surplombant la grève, léchée par la mer glacée. Mathilde reste en retrait. Je me penche comme les autres, à l'aplomb, Ludo, dans son cabique marine, J, étendu, la tête auréolée d'une flaque rouge que tente mécaniquement de diluer la petite houle de l'étal. On entend au loin l'ambulance du SAMU qui descend la route depuis Morlaix. Jean-Eudes m'agrippe nerveusement le bras et désigne en gémissant la voiture de Ludo, une petite citadine noire. Sur le toit, une tasse sérigraphiée. On sait tous ce qu'on y lira. Cercle des romanciers, des auteurs et des poètes de l'Ouest, suivi du prénom Ludovic. Derrière l'ambulance du SAMU se profile le véhicule de la gendarmerie. Encore vous, dit Viviane, l'urgentiste rousse, en descendant de l'ambulance avant de s'accroupir auprès de Ludo sur la grève. Et Viviane s'est dit qu'elle prononçait le décès d'un nombre anormalement élevé d'écrivains.